Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Koumba Diokhane, Mohamed El Kebirba ainsi que Jean-Marie Bitomo. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a officiellement invité l'Union européenne à revenir sur les négociations de l'accord de partenariat économique APE. L'annonce a été faite lors de la 16e session du comité ministériel des négociations de l'APE tenu à Douala au Cameroun. Explication de Birama Saonera. En Afrique, les négociations des APE, accords de partenariat économique, continuent d'alimenter les débats. La CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, demande une reprise des négociations avec l'Union européenne. Lors de la 16e session du comité ministériel des négociations de l'APE tenue à Douala au Cameroun, le 3 mars 2017, les ministres ont adopté la position de ne pas adhérer à l'accord d'étape en l'état. Le principal objectif de tout accord commercial de type APE doit être le développement et les négociations doivent se caractériser par la flexibilité et le respect du partenariat. Or, la façon dont la Commission européenne négocie les APE avec la région Afrique centrale enfreint la lettre et l'esprit du partenariat de Cotonou. Face aux divergences soulevées par les APE, l'Union européenne a opté pour des négociations individualisées avec certains pays du continent. Le Cameroun est le seul pays de la sous-région à signer pour le moment ces accords. La mise en application de ces partenariats est effective depuis le 4 août 2016. Pour les économistes, face à ces accords, le problème est le faible niveau de l'industrialisation en Afrique. Globalement, ces accords-là, leur gros péché, c'est que demande à des gens qui sont sur le marché depuis 10, 15, 20, 100 ans, 200 ans, qui maîtrisent les matières premières, qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent également la négociation avec les chefs d'État, de pouvoir compétir avec ceux qui n'ont pratiquement pas d'expérience, qui ne peuvent pas négocier. Localement, ici, nos industries, les unités de production en interne datent des années 60, donc ce n'est pas compétitif. Le Conseil de ministres de la CEMAC a décidé de convenir avec l'Union européenne d'organiser une réunion de haut niveau en vue de discuter des mesures proposées conformément à l'accord de Cotonou révisé. Beaucoup de dirigeants africains ont émis des réserves sur les APE. Ils sont appuyés par la mobilisation de la société civile dans plusieurs pays du continent. Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi finalement consiste cet accord? L'accord des APE, c'est quoi? C'est que vous donnez... Les économies africaines ouvrent leurs frontières aux marchandises européennes. Les flux de marchandises européens arrivent, en Afrique, avec un minimum, si vous voulez, de droits de douane en tant que tel. Moi, j'ai toujours été contre, si vous voulez, ces APE-là, tout simplement. Pourquoi? Nous voulons développer nos économies. Une économie se développe à partir de quoi? En constituant des petites industries en tant que telles. Dès l'instant que vous mettez deux économies en concurrence, alors que l'une, si vous voulez, a tout le nécessaire, tout le matériel, l'outillage, l'intellect, la connaissance, tout ce qu'il faut en face d'une économie qui est en phase de développement en tant que telle. Obligatoirement, c'est-à-dire vous défavorisez les économies africaines, tout simplement. Pourquoi? Ça va bloquer, si vous voulez, le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire chez nous, l'agro-industrie, tout ce que vous voulez. Tout simplement pourquoi? Parce que les marchés africains vont devenir, comment dirais-je, des sortes d'exutoires aux surplus européens que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est un partenariat perdant, gagnant. C'est un partenariat perdant pour moi, tout simplement pourquoi? Quand vous avez des économistes africains qui nous disent que mais non, c'est pas grave dans la mesure où nos économies ne sont pas développées, il n'y a pas de mise en concurrence en tant que telle. S'il y a une mise en concurrence, chaque économie qui s'est développée dans ce monde a commencé par du protectionnisme en tant que tel. Regardez, allez-y aux États-Unis. Faites le tour du développement de toutes les économies du monde. Vous regardez les États-Unis. Vous regardez, comment dirais-je, avant l'Union européenne, vous regardez les États européens. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un minimum de protectionnisme qui permet aux industries naissantes de pouvoir se développer à l'abri de la concurrence internationale. Si vous exposez ces petites industries-là à la concurrence internationale, les productions ne peuvent pas être compétitives, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles seront explosées sur le marché international. Donc c'est trop tôt? C'est trop tôt pour moi. Les États africains aujourd'hui, nous voulons constituer l'agro-industrie. Moi, si vous voulez, comme vous le savez, Diarra, c'est mon chantre ici, là, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour développer un État, c'est-à-dire la croissance économique, c'est quoi? Je cite toujours sur ce plateau au Rosto. Au Rosto, les étapes de la croissance. On peut critiquer, si vous voulez, la suite du processus de Rosto autant qu'on veut. Mais n'empêche que la base, qui est le développement de l'agriculture, vous avez qu'à prendre la France. On va vous parler
parler de quoi? De la physiocratie. C'est le courant qui a développé l'économie française en tant que telle, c'est-à-dire pour la modéliser. Mais elle part de quoi? Elle part de l'agriculture en tant que telle. C'est l'agriculture qui va permettre, comment dirais, aux autres métiers qui vont fabriquer, comment dirais, des matériaux. Mais aujourd'hui, est-ce que la CEMAC est d'accord finalement? Pourquoi l'UE quitte les négociations? La preuve, c'est que les États ne sont pas d'accord. Il n'y a que le Cameroun qui a signé aujourd'hui. Pourquoi le Cameroun signe et les autres ne suivent pas? C'est tout simplement, c'est-à-dire le manque d'intégration dont parlait notre invité là tout à l'heure. Vous savez, en Afrique centrale, je pose toujours une critique, vous n'avez pas d'intégration en tant que telle. Chacun veut faire son petit truc dans son coin. Sauf que nous n'avons pas le poids économique suffisant pour pouvoir faire face aux contraintes et pressions internationales en tant que telles. Donc, à partir de là, nous ne pouvons pas exposer, si vous voulez, nos économies en nous leurrant, c'est-à-dire ce qu'on nous appelle l'émergence, c'est-à-dire 2035, 2025, 2040, 2045. Si nous ne construisons pas nos économies d'abord en tant que telles, on ne peut pas atteindre cette émergence-là parce que nous avons la concurrence internationale qui est très, très vive. Comme je l'ai dit toujours sur ce plateau d'Iara, l'émergence ou le développement économique ne se décrète pas, ça se construit. Madame Diokhane, qu'est-ce que vous pensez-vous de cet accord qui est pour l'instant pas encore mis en place sur l'ensemble des pays de la CEMAC? Alors, moi, le premier point, c'est les institutions, que ce soit la CEMAC ou la CEDEAO, doivent quand même avoir un peu plus de solidarité, je dirais. Parce qu'en Europe, un pays étranger ne peut pas se permettre de négocier des accords de coopération, je dirais directement, sur des sujets qui touchent les institutions européennes. De la même manière, les États africains doivent aussi être solidaires et se dire qu'on ne peut pas vraiment pénétrer les institutions comme ça au niveau des négociations. Le deuxième point, par contre, sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous avez donné une partie de la définition des APE. C'est vrai que les APE il y a une rentrée de marchandises africaines en Europe. Donc, pénétration des produits européens en Afrique, mais aussi, en retour, les pays africains auront la possibilité d'exporter leurs produits, leur production agricole en Europe. En échange, il y a une mise aux normes qui est demandée des produits africains pour pénétrer le marché européen. Moi, je pense que ce n'est pas si négatif que ça. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle est là. En Afrique, nous avons une production agricole qui est très importante. Des transformations qui sont vraiment minimes. Aujourd'hui, dans la plupart des productions, vous prenez la noix de cajou en Côte d'Ivoire et d'autres produits, vous avez à peine 10% de la production qui est transformée sur place. Le jour que ces pays vont atteindre 80 ou bien 70 à 80% de production, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces matières s'ils n'arrivent pas, de cette production, s'ils n'arrivent pas à avoir une mise aux normes pour pouvoir pénétrer le marché européen? Donc ça peut encourager aussi les pays africains à devoir s'adapter aussi à une norme internationale pour permettre l'exportation de cette production. Je vous dirais que la mise aux normes, c'est-à-dire la mise aux normes, c'est une chose. C'est le fait de permettre aux industries de naître dans un État en tant que tel. C'est-à-dire, ça doit être... C'est-à-dire, vous voyez, je vais vous prendre un exemple de la politique française. Quand on parle ici, là, qu'est-ce que vous dit Marine Le Pen? Marine Le Pen vous parle toujours de l'État stratège en tant que tel. Eux, ce sont déjà des pays développés. Mais chez nous, on en a encore plus besoin en tant que tel. Tout simplement pourquoi? On nous a ouvert le marché, mais il n'y a pas d'équivalence. Prenez nos balances commerciales. Est-ce que vous pouvez me citer un pays africain qui a une balance commerciale excédentaire avec un pays occidental? Il n'y en a pas. Donc, il faut faire les choses dans le temps. C'est-à-dire, il ne faut pas tout simplement se dire que oui, nous allons, c'est-à-dire comment on nous ouvre les marchés. Il faut bien que ça commence un jour. Vous dites dans le temps, mais il faut bien qu'on commence un jour. Oui, on commence un jour. Donc, il ne faut pas se fermer à des propositions qui aujourd'hui... nous soyons fermés. Quand je vous parle du protectionnisme, là, est-ce que vous croyez que les États-Unis, quand ils sont développés, ils étaient fermés? Quand la France s'est développée, elle était fermée. Quand l'Allemagne s'est développée, elle était fermée. Non. La France, qu'est-ce qui se passe? En économie, vous avez ce qu'on appelle les industries qui sont exposées, si vous voulez, à la concurrence internationale, et vous avez d'autres industries qui ne sont pas exposées à la concurrence internationale. Mais quelles sont aujourd'hui les capacités, quels sont aujourd'hui les moyens que les États africains ont pour exporter leur production agricole en dehors du fait qu'aujourd'hui, l'exportation est basée pratiquement à 100% sur de la production brute? Mais oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est la raison pour laquelle, alors, il faut permettre justement, madame, vous revenez vers moi, il faut permettre, si vous voulez, cette transformation-là sur place. Si on ne permet pas cette transformation... Mais une fois transformé, oui. Vous voyez, l'Union européenne, par exemple, s'est construite par étapes. D'accord? Vous avez eu, si vous voulez, l'ouverture du marché, c'est-à-dire aux personnes.
Ensuite, vous avez eu les capitaux. Ça, c'était, si vous voulez, sur le traité de 58. Mais sauf que ces dernières décennies, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe est en train de se disloquer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a construit une Europe économique qu'on n'a jamais construite, c'est-à-dire une Europe politique et une Europe des personnes. C'est exactement la même chose chez nous en Afrique. Donc, à partir de là, on a beau nous ouvrir. Ce n'est pas vraiment un modèle. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est déjà en crise. Vous avez aucun modèle, puisque c'est le modèle dominant dans le monde aujourd'hui. L'Europe est assez en crise aujourd'hui pour ne pas. Oui, mais c'est le modèle dominant aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me citer un pays, si vous voulez, quelle est la partie européenne qui n'est pas en crise aujourd'hui? Vous allez aux États-Unis, les États-Unis ont... Mais oui, la compliqué, mais on va... Les Américains ont un déficit, comment dirais-je, qui frôle les 14 000 milliards de dollars, ainsi de suite et tout. Vous ne pouvez pas me citer une zone économique. Donc chez nous, il va falloir... Et en plus, même nous avons l'avantage en Afrique, c'est que quand vous regardez, c'est-à-dire nos déficits publics, nous sommes largement en dessous de toutes les économies européennes. Et nous, on vient nous imposer autre chose à la place. On va parler d'autre chose pour peut-être compléter un petit peu ce débat avec notre chiffre du jour. Les capitaux risqueurs ont injecté un total de 336,8 millions de dollars dans les startups technologiques africaines en 2016. Cela représente une hausse de 33% comparée aux 276,5 millions de dollars mobilisés en 2015. Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement c'est quoi finalement ces capitaux risqueurs et pourquoi ils sont orientés vers le domaine de la technologie de ces entreprises africaines? Les capitaux risqueurs, c'est quoi? C'est que, bon, nous savons très très bien, même les États dans lesquels vous allez aux États-Unis, le capital risqueur, c'est quoi? Vous allez à la Silicon Valley. Quand vous avez des jeunes, c'est-à-dire qui sont en train de travailler sur des technologies, quand ces technologies-là émergent, qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez, comment dirais-je, ce qu'on appelle les business angels. C'est-à-dire qu'ils viennent pour pouvoir financer en espérant tout simplement que la technologie va prendre sur le marché. Donc à partir de ce moment-là, ces gens-là savent que le potentiel, c'est un risque que vous prenez. Vous prenez, c'est-à-dire si la technologie fonctionne et tout tant mieux pour vous, vous gagnez de l'argent. Dans le cas contraire, vous perdez tout simplement. Et en Afrique aujourd'hui, on en a besoin parce que l'Afrique aujourd'hui, je ne veux plus citer tous les exemples, si vous voulez, ces dernières années, on a des choses qui sont des technologies. On a la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal qui apparaissent notamment dans ce classement. Donc tous ces pays-là, on a besoin, si vous voulez, de ces capitaux-là. Ça paraît être une grosse somme, 336,8 millions de dollars. De mon point de vue, c'est rien ça du tout par rapport à ce que l'Afrique représente comme potentiel. Mais il faut toujours débuter. Il faut commencer, comme le disait notre invité là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il faut toujours avoir un début à tout. Tout simplement pourquoi? Parce que là, nous nous situons dans ce qu'on appelle, si vous voulez, les zones de naissance des technologies. Ensuite, on embraye sur l'essaimage de cette technologie-là dans les différentes économies. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez... Néanmoins, la connaissance est nécessaire et importante là-dessus parce que nous, en Afrique, nous oublions toujours ce qu'on appelle la recherche. La recherche est essentielle pour le développement économique. Monsieur Ba, 336,8 millions de dollars dans les startups des technologies africaines. Est-ce que ça vous paraît être une grosse somme? De mon point de vue, c'est dérisoire. Après, on parle d'évolution, ça a augmenté de 33%. Mais que représente 376 millions de dollars en budget recherche et développement pour une grosse société américaine ou européenne? Madame Durrani, juste pour conclure un petit peu le débat. Société américaine, comme il vient de le dire. Beaucoup de progrès. Alors, juste pour conclure, on a des pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie qui sont bien en avance de ce point de vue et dans ces investissements dans les technologies africaines. Pourquoi finalement, eux, sont tant en avance par rapport aux autres pays africains? L'Afrique regorge de talents. Et nous avons par exemple des tablettes qui sont créées en Afrique, qui sont inventées, je dirais, montées maintenant dans certains pays africains, notamment en Côte d'Ivoire. Je ne sous-estime pas ce montant. C'est vrai que 300 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose pour booster les entreprises africaines, mais j'aimerais tant que les États africains en fassent autant. J'aimerais tant que les responsables africains croient en leurs jeunes et injectent autant d'argent sur la recherche et le développement et boostent l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est à présent la fin de cette émission, Jean-Marie. Pour une fois, vous êtes d'accord sur ce point, tant mieux. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce jeudi sera consacré à Claudine Mounari Mabonzo, qui est une politicienne dans l'âme et ancienne candidate à la présidentielle de 2016 en République du Congo. Merci beaucoup à Madame Kumba Durrani qui a participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes consultante en communication et stratégie politique. Merci Diarra, merci pour l'invitation. Merci également à Mohamed El-Kébir Ba, qui est politologue et aussi consultant en stratégie de sécurité. Merci Diarra et merci à vos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Et merci à notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Diarra et bonsoir à tous nos téléspectateurs et chères téléspectatrices.
Et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. La suite de nos programmes, c'est dans quelques instants.